Parlez-moi un petit peu de votre background, vos expériences personnelles, puis peut-être vos études aussi, à commencer avec Marie-Claude. Oui, parfait. En passant, Catherine Roy, merci, je viens de baisser mon son un peu, je sais que c'était trop fort, donc vous me direz si c'est correct. Encore? Ok, attendez, je vais ajuster. Est-ce que c'est mieux? Encore? Marie-Claude, ce que tu Ben, peut-être changes, que c'est c'est ton... Catherine Roy qui pourrait Marie-Claude, baisser son son aussi, là. Marie-Claude, ce que tu changes présentement, c'est ton son, mais change dans tes préférences ton niveau de microphone, remets-le au milieu, dans tes préférences audio. Ben, pendant que Marie-Claude fait ça, alors, on pourrait peut-être demander à Jean-Marc de nous parler de ses expériences avant même de rentrer chez la presse. Oh my God. Ben, écoute, ça fait quand même 20 ans que je suis dans l'organisation, fait qu'on va retourner à l'âge des dinosaures, Alexandre. Ça fait 10 ans que je suis à la presse. Écoute, études en génie informatique, je suis dans les médias imprimés depuis euh, j'ai 15 ans. Travaillé beaucoup dans les changements technologiques, nouvelles plateformes, gestion de changement, formation, processus, workflow de production d'informations, ainsi de suite. Donc, ça fait 20 ans que c'est en transformation des médias imprimés. C'est à peu près comme ça. Pourquoi ça Toujours t'intéresse? été très proche. Pourquoi ça t'intéresse? Gestion de changement? Non, ben, Euh, la notion du changement des imprimés. En fait, j'ai toujours été intéressé par les médias imprimés, principalement les quotidiens, parce que je crois fondamentalement à leur mission dans notre société. Je crois qu'on a besoin des médias. En fait, on est très soucieux, je trouve, à notre ère. On connaît très, très bien nos droits, mais on connaît mal nos devoirs. Puis je pense que le devoir de bien s'informer pour prendre les bonnes décisions est primordial pour l'avenir de nos démocraties. C'est bien philosophique, mais j'ai vraiment fondamentalement une croyance très forte sur l'utilité des médias d'information, de la source, de la qualité de l'information. J'ai besoin, moi, comme citoyen, d'être bien informé, de faire confiance à cette information-là. Je trouve que c'est primordial. Alors, c'est pour ça qu'ils m'ont toujours intéressé, les quotidiens. Excellent. Marie-Claude, toi, ça fait combien de temps que tu es chez la presse et qu'est-ce que tu faisais avant? En fait, je suis dans le monde des médias depuis 15 ans. J'étais chez Québécois auparavant, donc vraiment dans un monde numérique avec le papier aussi. Donc, j'ai étudié en rédaction technique, création littéraire, communication publique. Alors, le monde des médias m'attirait déjà. Je pensais même me retrouver du côté des journalistes. Mais finalement, j'ai décidé d'être plutôt derrière le décor. Mais j'ai toujours touché au web, au mobile et vraiment aux multiplateformes. Puis parlez-moi, à part là, de la presse plus, est-ce que vous avez d'autres activités que vous faites chez la presse? Est-ce que vous êtes impliqué dans d'autres aspects de ce média-là? Oui, ben en fait, moi, quand je suis arrivée à la presse, ça fait maintenant 3 ans, on va en parler peut-être un peu plus tard lors de notre présentation cet automne, mais on a vraiment appris en faisant des applications mobiles. Donc, on a présentement la presse mobile que vous connaissez sûrement sur iPhone et sur Android. On a aussi la presse hockey, la presse mots croisés. Donc, c'est des produits qui nous ont permis, en fait, de se faire la main autant au niveau produit, nous, analystes, que les programmeurs, les designers. On a vraiment plongé dans ce monde-là avec ces produits-là. Puis bien sûr, le web, la presse.ca qui est un produit très populaire, qui est fort chez nous aussi. Toi, Jean-Marc, j'imagine, en tant que VP produits numériques, il y a d'autres choses que la presse plus qui sont en dessous de ton égide. Ben, c'est un peu comme Marie-Claude le disait, en fait, c'est sûr que le produit fort pour nous, c'est vraiment la presse plus. On le voit vraiment comme le produit de l'avenir de la presse. On le voit vraiment comme le produit de substitution. On pense que s'il y a juste un produit qui doit exister dans le futur, il faut que ce soit celui-là. Mais oui, on s'occupe tout ce qui est dans le fond produit numérique pour nous, c'est les applications mobiles, comme Marie-Claude vient de le dire, c'est le site web. Tout ce qui nous intéresse aussi, c'est le workflow, le fonctionnement de ces différents produits-là. Parce que c'est complexe, hein, si on ne réalise pas, mais exemple, la presse plus qu'on va vous parler, c'est uniquement 20% à peu près des efforts qu'on a eu dû faire au niveau développement, parce qu'il a fallu construire tous les outils pour produire cette application-là, finalement, chaque jour. Tout ce qui touche le workflow, le travail, la création publicitaire, le pupitre, ainsi de suite, ce sont tous quelque part des choses auxquelles on touche de près. Marc-Claude s'occupe aussi du contrôle, l'assurance qualité des logiciels, mais
aussi des opérations, c'est-à-dire quand on met l'édition en vue chaque soir, il y a un contrôle qui est fait pour être certain que l'application fonctionne bien. Le support, si les clients appellent, il y a un problème avec l'application, c'est aussi sur notre responsabilité. Le design des interfaces, c'est quelque chose qui est pour moi qui est très, très, très important, qui est le cœur un peu de nos produits. Donc, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse énormément. Comment on présente l'information, ça va être quoi l'expérience utilisateur, ce qui est fondamental dans notre produit, c'est vraiment d'offrir une expérience utilisateur unique à nos consommateurs. C'est toutes des facettes qui vont nous toucher. C'est plus que du logiciel, là. C'est vraiment, vraiment de l'expérience utilisateur. Parlant de cette expérience utilisateur-là, est-ce que vous avez eu des histoires cocasses ou des gens qui vous ont écrit pour vous remercier ou est-ce que vous avez eu vent de l'impact de la Presse Plus dans la vie des gens? Claude? Beaucoup. Moi, je sais qu'au début, c'était aussi fou que d'aller chez la coiffeuse. Je vais souvent, je change souvent de couleur de cheveux. Tout le monde alentour de moi savait que je travaillais pour la Presse Plus, donc les gens en parlaient. Puis vraiment, c'est toujours drôle de prendre le métro puis de voir à quel point ça a touché rapidement la population. C'est incroyable. Les gens savent pas que tu travailles pour la Presse Plus, puis ils commencent à en parler. T'es à côté, t'écoutes. Fait que ça c'est assez rigolo. Et même moi, tout ce qui touche les mots croisés. Il y a des gens moi, qui m'avaient dit jamais moi je veux mon papier, puis j'ai mon écouvette, je veux pas changer. Et dès qu'on a mis les mots croisés aussi dans la Presse Plus, il y a des gens pour qui ça a changé leur vie. Il y a des gens qui avaient jamais fait de mots croisés qui se sont mis à en faire dans la Presse Plus aussi. Donc c'est comme des belles histoires, des gens qui sont déjà attachés au produit. Jean-Marc, as-tu des feedbacks, toi? Ouais, c'est un peu la même chose, en fait. Souvent, on se fait dire que vraiment c'est un produit qui touche tout le monde. C'est vraiment surprenant. Jamais je me suis fait parler autant d'un produit que de celui-là. On a l'impression, sûr que la campagne marketing a été fabuleuse, mais souvent on se fait dire ben moi, écoute, j'ai un seul reproche, la Presse Plus, ça me prend trop de temps, j'arrive en retard à cause de ça. Je me suis encore fait prendre samedi, j'ai passé 1 heure et demie dedans. Mais c'est toujours positif, toujours les gens sont ce qui est phénoménal, ce qui n'était pas le cas avec la presse.ca, puis qui est phénoménal avec la Presse Plus, c'est quand les gens nous parlaient de l'imprimé, ils disaient ma presse, ils disaient mon produit, c'était à eux. Puis à chaque fois qu'on faisait un changement là-dedans, c'était comme si on touchait quelque chose chez eux, comme si on avait changé la cuisine sans leur en parler. Ce qui est fascinant avec la Presse Plus, c'est qu'on sent que c'est la manière, c'est à eux, c'est leur produit, c'est leur expérience, c'est leur rituel, c'est très fort. Alors, oui, on s'en fait parler constamment, tout le temps. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, comment la Presse Plus influence votre vie quotidienne personnellement? Est-ce que vous êtes vous-même des lecteurs de la Presse Plus? Moi, je t'avoue que ça a changé mon samedi matin beaucoup. J'ai même en fait je me fais prendre un peu comme de Jean-Marc, là. Moi la première, souvent quand il y a des gros dossiers, justement, je suis une servante aussi de vidéos, surtout la fin de semaine. Donc oui, chaque jour je suis pas une cruciverbiste encore, je fais quelques mots, je suis pas très bonne dans les mots croisés, mais sinon le reste, il y a des sections que j'avais jamais parcourues. En fait, c'est ça qui me frappe. Parce qu'il y a des gens qui m'en parlent aussi, mais moi, par exemple, les sports, c'est pas une section que j'utilisais régulièrement dans le papier ou dans le web, mais là, maintenant, je lis mes sports, je suis plus informée que jamais. Des sections comme Pause, qui sont des contenus exclusifs à la Presse Plus, qui ont vraiment été créés pour l'expérience à la Presse Plus, que je lis quotidiennement aussi, là. Donc oui, ça a changé mon existence. Jean-Marc, tu lis la Presse Plus? Absolument. Écoute, c'est le produit que je voulais, tu sais, la vision qu'on avait. Puis je te compte un exemple. Moi, la vision de la Presse Plus, c'était beaucoup aussi, ça ressemblait à le journal papier. J'observais les gens prendre leur café dans des cafés publics le week-end, par exemple. Puis souvent, on les voyait avec le journal papier puis leur petit smartphone dans les mains. Puis quand ils voyaient un lien sur le papier, aller fouiller avec leur téléphone. L'exemple de la musique, souvent, je lisais une chronique, mettons, de Brunet, puis qui parlait d'une nouvelle sortie, d'un nouveau disque. Puis là, ça a l'air bon. Puis là, j'allais sur mon ordinateur ou sur mon smartphone, aller écouter l'extrait sonore, voir si j'aimais ça, puis si la critique correspondait vraiment à ce que je pensais. Ben, la Presse Plus, c'est un des moyens principaux que j'ai de découvrir la musique après Sonza, par exemple.
Alors oui, je me surprends à lire ce produit-là souvent le soir, les week-ends, passer mon samedi matin une bonne heure là-dedans, dimanche, même chose. C'est sûr qu'au début, on le regarde beaucoup pour regarder s'il y a des problématiques, et ainsi de suite, mais aujourd'hui, c'est plus ça, c'est vraiment comme consommateur. Puis je me fais prendre, comme Claude a dit, dans un dossier des fois. L'autre jour, j'ai lu un dossier sur Chris Chelios, puis un dossier, j'ai passé 45 minutes dedans tellement il était solide, puis pourtant, je suis pas un fan de Chris Chelios ni de hockey, mais c'était tellement bien construit. Alors, oui, on mange notre... De vos compétiteurs ou de d'autres médias dans le monde, ça a été quoi? Je te dirais, nos compétiteurs, moi, phénoménalement, je pense que notre compétiteur aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est plus des compétiteurs qu'on avait avant. Moi, je pense que mon compétiteur aujourd'hui, c'est rendu Angry Birds. Mon compétiteur aujourd'hui, c'est Facebook. Mon compétiteur aujourd'hui, dans le fond, c'est toutes les applications qui vont attirer ton attention et ton engagement sur l'iPad. C'est ça ma compétition. C'est quand tu es sur ton iPad le soir, je veux que ce soit moi que tu ouvres, je veux que ce soit la Presse Plus que tu consommes, je veux t'avoir ton attention là-dedans. C'est ça mon compétiteur. Si jamais je suis pas pertinent versus Angry Birds, si je suis pas pertinent versus Facebook, si je suis pas pertinent versus un jeu vidéo, je disparais. Alors ça, c'est mon première réaction. C'est-à-dire que ma compétition aujourd'hui n'est pas la même qu'était hier. Parce que notre métrique a changé, notre façon de voir nos utilisateurs a changé. Et dans le monde, bien entendu, présentement, on est énormément sollicité. Beaucoup de gens qui essaient de comprendre notre modèle d'affaires, qui s'intéressent à cette application-là, qui veulent savoir comment on réussit à faire ça chaque jour. Ça a fait un gros tremblement de terre présentement. Puis je te dirais que c'est pas terminé. Donc, beaucoup de quotidiens à travers le monde s'intéressent beaucoup présentement à ce qu'on fait. Regardent ce que ça voudrait dire pour eux le faire, puis on est en train de regarder si on pourrait pas les aider un peu à sauter sur cette courbe-là. Marie-Claude, toi, par rapport à la compétition, est-ce que les New York Times ou d'autres médias dans le monde voient ça d'un bon œil ou sont jaloux? Vous avez vu probablement passer, on a notre président aussi qui a fait un peu le tour de la planète depuis la dernière année, aller voir, faire des présentations. On s'est même rendu en Amérique du Sud, en Amérique latine. Donc, je pense qu'il y a une bonne vibration. Les gens voient à quel point c'est pas la même chose pour raconter des histoires. On parle d'un produit. Les gens sont habitués quand on parle de même des produits comme le New York Times et autres. On a vraiment créé quelque chose d'unique, la Presse Plus. Ça se voit pas nulle part. Notre façon de raconter l'histoire, notre façon d'avoir livré l'information, c'est pas du web. C'est pas notre produit à presse mobile sur tablette que les gens étaient habitués de voir. C'est complètement différent. Fait que ça, je pense que ça fait beaucoup jaser. Chaque semaine, on voit des articles passer, les gens qui s'y intéressent. Puis je pense que ça fait un petit lourd aussi de voir que ça a été fait ici, au Québec, à la presse, parce que vraiment, c'est toute une équipe qui est derrière. Puis on a vraiment créé, comme je disais tantôt qu'on faisait des applications mobiles pour se pratiquer. C'est vraiment le cas. C'est l'équipe ici qui a créé le nouveau média qu'on a maintenant présentement, qui fonctionne bien. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. Puis les gens se demandent toujours aussi comment on a réussi, nous autres. Je dirais pas dans le sous-sol, on n'est pas dans un sous-sol, mais quand même dans notre édifice, comment on a réussi à créer cette grosse machine-là. Excellent. Ben écoutez, il est 11h15, je propose qu'on commence. Les gens sont pas mal arrivés. Il y en a peut-être d'autres qui vont joindre à nous en cours. Je commence premièrement par vous remercier, Marie-Claude et Jean-Marc, d'accepter notre invitation, de parler de votre expérience d'innovation par les modèles d'affaires. Je pense que la Presse Plus, c'est un beau cas. Qui mérite à être connu de la part de d'autres innovateurs dans le monde manufacturier et autres, parce que c'est un succès. Puis on aura la chance aujourd'hui de voir comment vous en êtes arrivé à construire ce succès-là. D'ailleurs, j'aimerais ça aussi inviter les gens à profiter de l'espace de chat que vous voyez à votre gauche pour poser des questions. Je vais les récolter et à la 11h45, je vais ensuite les utiliser pour poser des questions à nos présentateurs. Donc, ne soyez pas surpris si je les capte et je les efface. C'est pour donner de la place aux questions. Alors, n'hésitez pas, allez-y, posez les questions, puis on y reviendra à la fin lorsqu'on aura vu la présentation de nos invités. Alors, je commence par une petite introduction sur c'est quoi la notion de modèle d'affaires. Je commence avec un exemple. Je commence avec cet exemple un peu que vous avez peut-être déjà vu, c'est peut-être inusité un petit peu, mais vous rentrez chez Rona puis vous voyez une lame de scie, pardon, et vous voyez qu'il y a même deux prix sur cette lame de scie-là, puis vous dites, qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est quoi le prix que je dois payer, moi, aujourd'hui? Est-ce que c'est 42,99 ou c'est 20,99 Qu'est-ce qui se passe? On voit évidemment Rona Eco en grandes lettres.
On voit aussi la notion de professionnel. Alors moi, je suis pas un professionnel. Est-ce que ce produit-ci s'applique à moi ou pas? Eh bien, je vous explique un petit peu c'est quoi qui se passe dans ce produit. Il y a l'idée d'acheter le produit la première fois à 43 $ ou 42,99. Et lorsqu'on revient chez Rona la deuxième fois pour ramener cette lame usée et en acheter une nouvelle, le prix du deuxième achat est de 20,99 $. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est en effet un nouveau modèle d'affaires. Est-ce que le produit est le même? Sensiblement, oui, c'est une lame de scie, ça ne change pas beaucoup. Est-ce que le prix est différent? Eh bien, habituellement, le prix d'une lame est de 26,99 $, 27 $. Donc, on voit que on pourrait économiser le prix de la lame dès la troisième ou quatrième visite. On pourrait économiser le prix d'une lame. Ce qui est nouveau, donc, c'est ce revenue model, le modèle de financement de la lame, mais aussi, ça, c'est ce qui est nouveau aux consommateurs, mais ce qui est nouveau pour l'entreprise, c'est le fait d'être en mesure de reprendre le produit en fin de vie de chez Rona, le ramener chez soi à son usine, de réusiner le 3% de la lame qui est la partie qui nous intéresse, celui qui coupe, parce que nous voulons pas que 97% du poids de ce produit-là ne sert que structurellement, mais la partie qui nous intéresse, c'est l'aiguisage sur le bout. Et donc, c'est ce que je considère comme étant une innovation par les modèles d'affaires. Ce qui est intéressant en plus dans ce cas-ci, l'aspect Rona Eco, c'est que Rona a créé sa propre marque qui lui permet de faire ce genre d'innovation-là. Et aussi, ce qu'on oublie, c'est que on est en train de fidéliser le client. Le client qui doit revenir pour racheter la lame et profiter de cette économie-là lorsqu'on en achète plusieurs chez Rona. C'est un moyen pour faire ramener le client chez soi. Dans ce cas-ci, c'est un client professionnel qu'on essaie de viser. Et en plus, évidemment, quand on passe chez Rona, on va aussi acheter d'autres produits. Donc, il y a toute une mise en scène qui est possible grâce à un nouveau modèle d'affaires sur un produit qui était une commodité il y a quelques années. Maintenant, c'est devenu un moyen de ramener le consommateur chez soi. Alors, je trouve que c'est un bel exemple d'innovation par les modèles d'affaires, un autre que la Presse Plus, juste pour vous donner une idée de tous les aspects que ça peut toucher à la fois à l'interne de l'entreprise, le consommateur dans sa relation avec le produit, et aussi financièrement, il y a une nouvelle relation qui est bâtie. Alors, qu'est-ce qui est différent pour nous qui sommes habitués de parler d'innovation par le développement de produits? Eh bien, lorsqu'on parle d'innovation par le développement de produits, on est en train de répondre à la question qu'est-ce qu'on fait de nouveau? C'est quoi le quoi? Lorsqu'on se déplace vers la notion opérationnelle dans les services, dans les pratiques internes, on se pose la question de comment est-ce qu'on peut servir le client. Et avec les modèles d'affaires, on élève encore notre niveau de réflexion à un niveau stratégique et on se pose la question pourquoi est-ce qu'on est en affaires? Pourquoi est-ce que le client a besoin de nous? Donc, on essaie d'augmenter le degré ou le niveau de questions qu'on se pose et la réponse, c'est à travers des nouveaux modèles d'affaires. Donc, on voit qu'on change de développement de produits à développement de services et aujourd'hui, en 2014, on parle beaucoup de développement de nouveaux modèles d'affaires. Alors, dans mes 10 minutes, je vais rapidement passer à travers c'est quoi un modèle d'affaires et comment est-ce qu'on fait pour le concevoir. Attention, ça va aller vite. Alors, la première idée de la notion de modèle d'affaires provient du fameux Drucker, celui qu'on connaît tous de Harvard Business Review, qui parlait de la théorie d'une entreprise. Et ensuite, ça a pris du temps avant qu'on revienne à cette notion-là de modèle d'affaires et on parlait de architecture de flux. Ensuite, on parlait de structure et de contenu de transaction. On arrive à des connexions logiques. On a un aspect plutôt métaphorique avec Magretta en 2002 pour l'histoire, l'histoire de comment ça marche. Et ensuite, on revient à des éléments plus concrets comme la représentation de relations, des éléments pour livrer la valeur. Et on a maintenant même une compréhension a posteriori des modèles d'affaires. C'est une stratégie qui a été réalisée devient un modèle d'affaires. Mais derrière tout ça, il y a une définition qui tient la route, qui est de plus en plus utilisée. Et c'est celle qu'on dit, c'est le rationnel en anglais, c'est-à-dire la pensée derrière comment une entreprise se permet de faire trois choses: créer, livrer et capturer de la valeur. Donc, c'est l'entreprise qui crée, on la livre au consommateur et on capture la valeur financièrement souvent. Et cette image ici, elle a fait le tour du monde. C'est ce qu'on appelle le Business Model Canvas de Pigneur et Osterwalder. Et ces 9 blocs représentent très bien tous les éléments d'un modèle d'affaires. C'est vraiment la notion de mettre ces blocs-là sur la table et comprendre la relation entre chacun des éléments qui fait qu'on comprend
c'est quoi notre modèle d'affaires. Au centre d'un modèle d'affaires, on commence avec la proposition de valeur. C'est le cadeau qu'on offre au consommateur qui, lui, est de l'autre côté. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour se rendre aux consommateurs? Eh bien, on a des canaux de distribution et on a des relations avec ces consommateurs-là. Donc, ça, c'est deux autres éléments. À la fin de la journée, le consommateur, il paye ou il y a une façon, lui, financièrement, de collecter son intérêt. Et ça, c'est le revenu. Et de l'autre côté, à l'intérieur de l'entreprise, on a des activités, on a des ressources. Et pour toutes les choses qu'on ne peut pas faire à l'intérieur de l'entreprise, on a des partenaires. Donc, ces choses-là, toutes ces trois catégories-là se comptabilisent avec des coûts. Et à la fin de la journée, on veut que les coûts et les revenus se balancent et qu'on ait un petit peu plus de revenus pour faire des profits. Donc voilà, c'est quoi le schéma d'un modèle d'affaires. C'est quelque chose qu'on utilise pour conceptualiser des nouveaux modèles d'affaires. On peut commencer par voir son modèle d'affaires actuel et commencer à jouer, si on changeait la relation client, qu'est-ce que ça changerait à mon modèle d'affaires? Si je changeais le canal de distribution, qu'est-ce que ça changerait? Les consommateurs, est-ce que je peux les segmenter puis aller chercher une nouvelle clientèle? Bref, avec cette vision-là, on est en mesure vraiment d'innover et de se permettre de changer la nature des relations qui sont déjà présentes et d'aller au-delà. Puis l'exemple de la Presse Plus va clairement démontrer, je suis sûr qu'à travers leur discours, vous allez entendre, vous allez voir comment ils ont changé certains éléments de leur bloc, de leur modèle d'affaires. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les entreprises n'innovent pas au niveau de leur modèle d'affaires. Là, ici, j'en ai quelques-uns, mais souvent, c'est une question de la direction qui cherche pas à changer une formule gagnante. Donc, Jean-Marc va en parler tout à l'heure de la notion du déni. C'est important d'être capable de voir que la formule gagnante, elle a une date d'expiration. Et c'est pas toutes les entreprises qui sont capables de se permettre de réfléchir sur leur cas et de réaliser que oui, ce qu'on fait, ça marche aujourd'hui, mais ça marchera peut-être pas demain, puis il faut commencer déjà à voir c'est quoi le futur. Comment est-ce qu'on fait pour concevoir un modèle d'affaires? La réponse courte, c'est avec les mêmes outils, les mêmes pratiques qu'on fait de l'innovation produit. Je vous donne quelques exemples. Les outils sont similaires aux outils du développement de produits, que ce soit des sketchs, des canvas, des business cases, des tests, des prototypes. On fait la même chose avec des modèles d'affaires. Ça sonne très gros, très difficile d'innover par le modèle d'affaires, mais dans le fond, on utilise les mêmes outils qu'on utilise lors du développement de produits. Les étapes, c'est les mêmes étapes que le développement de produits. Il faut commencer par mobiliser son équipe, comprendre c'est quoi le problème, éviter la notion de déni, mieux comprendre les forces et les faiblesses de son industrie. Donc, une fois qu'on a mobilisé l'équipe, qu'on a compris notre positionnement, là, on se met dans une phase de création, de design, de recherche de nouvelles opportunités qu'on implémente. Ce qui est intéressant avec l'implémentation, c'est de commencer petit et aller très grand. Faut trouver des petits programmes qui nous permettent d'apprendre rapidement et aller de l'avant avec ça. Et à la fin, on passe dans un mode de gestion du changement, gestion de cette courbe de croissance notamment. Donc ça, c'est les étapes qui sont les mêmes étapes que le développement de produits. Et ensuite, il y a quelque chose qui est similaire au développement technologique. Je sais que c'est pas toutes les entreprises au Québec qui font du bon développement technologique. Je donne un exemple très rapide de développement technologique classique. Je m'excuse de revenir à Apple, mais Apple a inventé l'iPad avant d'inventer l'iPhone. Mais étant donné qu'ils sentaient que les gens n'étaient pas encore prêts pour l'iPad, ils ont décidé de lancer l'iPhone en premier en 2007 et mettre l'iPad dans ce qu'on appelle la voûte technologique parce qu'ils ont un processus de développement technologique. Et donc, on peut faire la même chose avec son modèle d'affaires. Des fois, on réalise qu'un modèle d'affaires est excellent, mais il n'est pas pour aujourd'hui. Il faut le mettre sur la tablette et prévoir un autre modèle d'affaires entre-temps pour s'amener un jour vers le deuxième modèle d'affaires qui nous attend sur la tablette. Des fois, ça peut être le prix du pétrole qu'on doit attendre avant de changer un modèle d'affaires. Ça peut être un facteur externe. Mais l'important, c'est d'avoir ce modèle d'affaires-là planifié et qui nous attend sur une tablette. Donc, on voit ici le schéma. On a notre modèle d'affaires aujourd'hui à T0, mais on a des modèles d'affaires à T2, T4, T3. Et peut-être qu'il faut développer le modèle T4 pour comprendre que, dans le fond, à court terme, c'est le modèle T1 que ça nous prend pour se rendre à T4. Donc, je répète, pour concevoir des nouveaux modèles d'affaires, on utilise les mêmes outils, les mêmes étapes et la même stratégie de planification qu'on le fait lorsqu'on fait du développement de produits. Un exemple très rapide d'un modèle d'affaires
d'une innovation par modèle d'affaires, on a le cas de Nespresso, où l'objectif, c'est d'avoir du café de qualité à la maison. On a des segments de clients qui sont potentiellement des baby boomers et des personnes qui travaillent à la maison. Comment est-ce qu'on fait pour créer une relation avec eux? C'est à travers un club. Comment est-ce qu'on fait pour distribuer le produit chez eux? Eh bien, on le fait grâce à leurs appels ça, c'est en 1995, 97, là, quelque chose comme ça. On est encore en train de parler du téléphone. La poste existe encore très présente dans ce moment-là. À l'interne de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On gère l'innovation, c'est-à-dire avec les brevets. On a le marketing qui est une ressource, les billboards ici, et la marque, en fait, qui est notre ressource. Et ce qu'on fait pas, ce que Nespresso ne fait pas, eh bien, c'est les machines, les machines à café, ils ne le faisaient pas. Les autres qui faisaient le café, ils ne faisaient pas les machines. Donc, c'est leur partenaire qui faisait les machines. À la fin du jour, qu'est-ce qu'on a? On a des coûts reliés à toutes nos activités. Et regardez les revenus, un petit élément intéressant. Ils avaient planifié faire plus d'argent à partir des petites dosettes individuelles qu'à partir des machines. Donc ça, c'est un nouveau modèle d'affaires. Là, on parle d'un modèle d'affaires de 1997. Je vous termine avec cette idée, ma petite introduction, c'est ma dernière slide. C'est une idée de Henry Chesbrough qui a écrit le livre sur Open Innovation en 2010. Il nous expliquait comme quoi, si on a un modèle d'affaires qui est excellent avec une technologie moyenne, c'est peut-être plus intéressant pour l'entreprise qu'un modèle d'affaires moyen avec une technologie incroyable. Donc, souvent, on met beaucoup d'emphase lorsqu'on est en innovation sur la qualité de la technologie. On met beaucoup d'emphase sur les gadgets, les features, tous ces éléments-là. Mais si on n'est pas à l'intérieur d'un modèle d'affaires qui nous rapporte de la valeur, qui est bien pensé, que la relation avec toutes les parties prenantes autour de l'entreprise sont bien ficelées, on s'en va peut-être moins loin qu'une entreprise qui a peut-être moins de technologie, mais dont le modèle d'affaires, lui, est bien rodé et qui crée une génération de valeur plus grande que son compétiteur. Donc voilà la dernière idée sur laquelle je voulais vous laisser. Je change la présentation maintenant pour vous laisser la chance d'entendre l'expérience de la Presse Plus. Je crois que c'est Jean-Marc qui veut débuter. La parole est à vous. Ben, merci Alexandre. Alors, oui, une courte présentation qu'on a présentée pour le webinaire aujourd'hui, qui Marie-Claude et moi, qui s'inscrit un peu. En fait, c'est la première partie de la présentation, Alexandre, qu'on va faire normalement au mois d'octobre, dans le cas des activités que tu organises sur l'innovation de produits. Alors, on essaie aujourd'hui juste de camper un peu qu'est-ce qu'il y a derrière l'innovation du modèle d'affaires de la Presse Plus. Pourquoi on s'est lancé là-dedans? C'est pas une idée qui est sortie tout seul d'un chapeau. Il y a vraiment un contexte derrière ça. Il y a vraiment une réalisation, en fait, une prise de conscience de l'entreprise derrière l'idée de ce produit-là. C'est un peu l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui en une vingtaine de minutes. Alors, qu'est-ce qu'il y a en gros? Quel contexte? Pourquoi on a décidé de se lancer dans la création de ce produit-là? Alors, si on fait bien notre travail, Marie-Claude et moi, aujourd'hui, ça va être assez clair. Et ensuite, on va pouvoir vous expliquer dans le cadre du séminaire exactement comment on l'a fait. Alors aujourd'hui, on s'attarde surtout au pourquoi. Alors, vous savez probablement que la presse est une entreprise qui est plus que centenaire, qui a des traditions, qui a des processus, qui a une historique assez importante. La presse est une entreprise qui va avoir 130 ans bientôt. On avait, en fait, quand le projet a été lancé, quand le projet a été créé, on avait deux produits fondamentalement, même si on avait plusieurs petits produits dérivés, il y avait deux produits vraiment importants. Le produit imprimé, la presse papier, vous connaissez bien. Juste pour vous donner encore là quelques métriques, quelques données pour vous situer le contexte. On dit que le lectorat de la presse papier, c'est 800 000 lecteurs par semaine. Ça ressemble, ces lecteurs-là, c'est distribué à travers une diffusion du produit qui ressemble à ceci, c'est-à-dire un tirage de 171 000 copies, à peu près à 175 000 copies en semaine, 245 le samedi, une copie qui dure quasiment, un produit qui dure quasiment tout le week-end. Les gens lisent l'édition du samedi souvent le dimanche. Vous additionnez ces chiffres-là, ça ne donne pas 800 000 bien entendu, mais 800 000, c'est le nombre de personnes qui vont consommer ces différentes copies-là durant la semaine.
C'est pas impossible, par exemple, qu'une copie se représente 3 lecteurs. Alors, c'est à peu près le volume que représente chez nous. Alors, l'autre produit qui est très populaire, qui est bien entendu notre deuxième grand produit, c'était le produit web. Le produit qui a été lancé en 1999, encore là, en suivant l'industrie. La presse.ca, c'est un produit, encore là, on est très fiers. On parle de 2,6 millions de visiteurs mensuels. Alors, vous voyez déjà une nuance, c'est pas tout à fait le même chiffre. Dans le monde du web, on parle de visiteurs mensuels plutôt que de lecteurs quotidiens. Le chiffre est important et on pourrait penser que déjà là, notre avenir est assuré du côté numérique parce qu'on avait énormément de lecteurs, de visiteurs mensuels. Or, c'est pas le cas. On va se lancer dans l'aventure d'un troisième produit et c'est une aventure qui débute en 2010. Et le pourquoi qui va complètement changer l'entreprise de fond en comble. Alors, souvent, on dit qu'il n'y a à peu près pas un emploi qui n'a pas été transformé à la presse avec ce produit-là. Pensez juste à nos journalistes, je vais prendre cet exemple-là, qui maintenant doivent être aussi bons dans le vidéo, dans le visuel, que dans l'écrit. Alors, c'est pas nécessairement évident. On peut avoir une super belle plume, mais avoir de la difficulté à présenter en direct, par exemple, ou en vidéo. Il a fallu, autre exemple, se munir d'un studio d'enregistrement. Alors, pensez avant 2010 qu'un journal avait un studio montage, enregistrement, édition vidéo. C'était impensable, on n'avait pas ça à la presse, on était vraiment loin de là d'ailleurs. Alors, c'est tous des exemples de transformation qu'a dû faire à l'intérieur de l'entreprise. C'est un produit qui a eu un super beau succès, vous le savez probablement comme lecteur, mais c'est aussi reconnu par, Apple, par exemple, qui a considéré la Presse Plus comme une des meilleures apps de l'App Store côté Newsstand en 2013. On a gagné des prix d'industrie, on en a plusieurs. J'ai choisi Boomerang parce que c'est vraiment encore là l'industrie média qui a reconnu, en fait, qui nous a décerné 5 grands prix l'année dernière. C'est un produit, un exemple, comme quoi c'est vraiment un produit apprécié par les consommateurs, par nos lecteurs présentement. Vous avez ici la dernière version là, où il y a 443 personnes qui ont donné une note de 5 étoiles, mais l'ensemble de la Presse Plus, 10 530 avis et plus, 4 étoiles et demi. En fait, la vraie note, c'est 4,79. Je sais pas si vous êtes familier avec l'App Store, mais les consommateurs sont excessivement exigeants sur les App Store. S'il y a moindrement l'application a un problème, n'importe quoi, sans hésiter, ils vont vous donner une étoile. C'est un peu comme ça, ils vont se servir de l'application App Store pour rapporter des problématiques. Alors, on est excessivement fiers de ce chiffre-là. C'est à peu près du non-vu, du jamais vu sur l'App Store canadien présentement. Alors, ce qu'on veut faire dans le webinaire aujourd'hui et surtout dans le séminaire qu'on va faire avec vous au mois d'octobre, c'est vraiment partager cette expérience unique-là dans laquelle, dans le fond, ça prend pas Einstein. C'est vraiment ce qui nous a impressionné dans notre apprentissage, Marie-Claude et moi, depuis qu'on est dans cette aventure-là, c'est que c'est un paquet de trucs simples qui ont été faits qui nous a amené ce succès-là. On a en gros beaucoup découpé, simplifié la problématique, les défis pour réussir à les gérer et transformer, innover et aussi transformer l'entreprise. Alors, on veut vous amener un peu derrière les rideaux. Pourquoi on a fait la Presse Plus? Alors, et quel a été notre parcours? En quelques mots, on est parti du déni. On avait un petit peu la tête dans le sable. Face à la vérité, on s'est donné vraiment un défi de faire face à cette vérité-là et on a essayé de comprendre les causes un peu de ce qui se passait, de ce qui était en train de se passer comme problème. On a inventé une vision, créé une équipe pour se dédier à cette vision-là. On a innové, un peu comme Alexandre vient de le dire, de façon quand même assez simple. On a fait un paquet d'essais, des prototypes, et ainsi de suite. On est arrivé à une vision, à un produit sur lequel, après ça, on était convaincus qu'il nous amènerait le succès qu'on cherchait. On a travaillé à amener l'entreprise au complet à adhérer à cette vision-là, améliorer, valider, ensuite, pour lancer le produit et réussir. On a très conscience que ce qu'on a fait, c'est quelque chose qu'on va devoir refaire. Donc, croyez-moi, on a pris beaucoup de bonnes notes de ce qui s'est passé. Alors, en gros, en 2010, à l'époque où le projet commence, on pourrait croire que tout va bien. On pourrait croire que notre avenir est assuré parce que même s'il y a un déclin de lectorat sur le papier depuis à peu près des années 80, le lancement des nouvelles presses qu'on avait fait en 2003 avait relancé un peu ce lectorat-là. Et même s'il y a un déclin de notre lectorat papier, sur le web, ça va tellement bien, c'est incroyable. On a comme 2,6 millions de lecteurs mensuels. Alors, notre métrique principale qui est
la popularité des produits, elle est là. Les clients sont là, tout va bien. Le web, on peut penser qu'une des raisons pourquoi les gens sont là d'ailleurs de façon abondante, une raison peut-être fort simple qu'il a fallu quand même admettre, c'est que tout est gratuit sur le web. C'est assez facile de recruter un lecteur sur le web. Il suffit d'avoir une bonne histoire, c'est partagé moindrement, pouf, les gens viennent sur notre site. Le drame un peu derrière le web, par contre, c'est que les gens, quand ils viennent sur le site, ils viennent rapidement. Leur attention souvent est limitée. Et je vais vous donner quelques métriques pour vous montrer ça dans quelques instants. Mais les annonceurs le savent. Et les annonceurs du côté web vont, le modèle d'affaires qui s'est installé, c'est un modèle basé sur la publicité vue et le clic du consommateur. Alors, à chaque fois qu'un consommateur clique, littéralement, on sauve quelques sous. Alors, il faut le plus rapidement, le plus facilement possible attirer les consommateurs à cliquer sur cette publicité-là. Donc, on en met à des endroits stratégiques sur nos pages web, beaucoup sur la page d'accueil, et ainsi de suite. Mais même si ce modèle-là peut sembler intéressant au point de revenu parce que c'est simple, il n'est pas côté quantité de revenus. Alors, la diapositive que vous avez devant vous présentement, c'est peut-être la plus fondamentale, ce qui nous a un peu réveillés. C'est, vous voyez en vert les revenus publicitaires des quotidiens nord-américains depuis 2003. Et en bleu, l'arrivée du web, puis tous les quotidiens en Amérique, je peux vous dire, ont la même histoire que nous, c'est-à-dire une très grande popularité du côté web versus papier. Et le même truc, c'est-à-dire les revenus publicitaires avec le modèle d'affaires qui existe sont pas là, réussissent pas à remplacer les revenus publicitaires du papier. Et comme on voit les revenus papier qui arrêtent pas de fondre comme neige au soleil, le constat qu'on fait en 2010, c'est on dit OK, si on fait rien, si on laisse ça continuer, tôt ou tard, on va se ramasser finalement où on sera plus capable de soutenir une salle de presse de 300, 400 journalistes. On n'aura plus les moyens de payer finalement nos coûts parce que les revenus seront plus suffisants. Il va falloir couper probablement dans le contenu, couper dans les journalistes, couper dans la création de contenu, couper dans notre core. Et à partir de ce moment-là, on va avoir un produit qui va juste décliner. C'est le constat qu'on fait. Et on essaie de comprendre pourquoi les revenus du côté web sont pas là. Alors l'autre diapositive qui nous a frappé, c'est celle-ci. Quand on a commencé à étudier qu'est-ce qui se passait du modèle imprimé, pourquoi les revenus du côté du modèle imprimé fondaient si rapidement ça. Ce qu'on a vu, c'est que dans le fond, on pouvait faire un lien direct avec l'âge des baby boomers. Ce que vous avez en bleu, c'est l'âge moyen des baby boomers depuis 1980. On voit à partir de 2005, environ 2006, quand les baby boomers ont frappé à peu près 48-49 ans, les annonceurs ont simplement quitté le monde imprimé, ont commencé à investir leurs dollars publicitaires sur d'autres plateformes, sur d'autres canaux. Et c'était pas une migration directe vers le web qui s'est passée, comme vous l'avez vu dans la diapositive précédente. C'est vraiment plus aller sur un paquet d'autres canaux, que ce soit les Internet, que ce soit la radio, la télévision, ainsi de suite, mais c'était décidément pas dans le monde papier. Alors, dans le fond, ce que les annonceurs nous ont fait comprendre, nous pas juste en radiographique là, c'est pour eux, le papier était un produit, un média pour la génération de baby boomers. Il était plus pertinent dans la vie des gens. Alors, une diapositive pour illustrer ça, encore là, un travail qu'on a fait en 2010, c'est celle-ci. Ce que vous voyez, c'est le lectorat papier dans le marché canadien, organisé par groupe d'âge. Alors, vous avez, par exemple, je vais prendre l'exemple de la colonne des 35-54 ans, ou même des 25-34 ans, parce qu'elle parle encore plus. En 1998, il y avait 1 514 000 personnes de ce groupe d'âge-là qui lisaient au moins une fois par semaine un quotidien imprimé. En 2011, ils étaient rendus 699 000. Alors, on peut dire, oui, il y a peut-être moins de 25-34 ans en 2011 qu'il y en avait en 98, mais c'est quand même une baisse de 54 %. On voit que pour cette génération-là, c'est pas la façon de s'imprimer, c'est pas un canal qui est intéressant pour eux ou en tout cas qui est naturel pour eux. Et nos annonceurs l'ont très bien compris. Alors, il fallait faire face à cette situation-là. Les générations qui suivent, les baby boomers, n'ont pas adopté ce produit-là. Et du côté web, les revenus ne sont pas là parce que le modèle d'affaires fonctionne pas. Alors, c'est le constat qu'on fait en 2010. On dit, bon, OK, on va arrêter de jouer à l'autruche. Présentement, ce qu'on offre peut nous soutenir pendant un certain temps, mais ne pourra pas nous soutenir longtemps. Et ce qu'on voit avec les générations qui suivent,
Je prends l'exemple là, des digital natives qu'on appelle ceux qui sont nés directement avec l'informatique. Jamais, quand même, on travaillerait super fort côté marketing à essayer de leur faire comprendre que le papier, c'est extraordinaire, le journal, c'est intéressant. On réussira pas, c'est pas dans leur ADN, c'est pas comme ça qu'ils pensent à s'informer. Alors, on a deux choix. On se dit, on attend, on met d'accord, on utilise, on essaie d'adoucir le plus longtemps possible la courbe, on essaie de faire perdurer le plus longtemps possible avec les baby boomers l'imprimé, on essaie de donner des défis du côté web, et on finit par disparaître. Et principalement, personnellement, je voulais pas faire partie d'une génération de gestionnaires qui aurait juste laissé aller les choses, puis que plus tard on aurait dit, tu travaillais à la presse, toi, en 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Puis dire, rien, on n'a rien fait. Alors, c'est vraiment, vraiment la motivation qu'il y a eu derrière le produit de la Presse Plus. On se dit, si on fait rien, si on n'invente pas autre chose, les générations qui suivent ne connaîtront pas la presse. Et une des diapositives qui m'a moi parfaitement ébranlé, puis qui était un peu la bougie d'allumage de ça, c'est ce qui s'est passé avec l'histoire de Blockbuster, à peu près au même moment qu'on est en train de regarder cette situation-là du marché. Ce qui m'a frappé, c'est que contrairement à ce que je pensais de façon intuitive, où on pourrait gérer une décroissance doucement, tranquillement, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand les modèles d'affaires se brisent, c'est très abrupt, c'est très sec. Et dans notre cas, nous, qui est le papier fonctionnait avec la distribution, bien entendu, par camion, on se rendait compte que c'était pas quelque chose qu'on pouvait scaler facilement. Si demain matin, j'ai la moitié de mes copies que je dois couper dans une région, je peux pas envoyer la moitié d'un camion avec la moitié de l'essence puis payer la moitié d'un chauffeur. Ça se scale pas facilement. On avait l'impression, très rapidement, quand on a commencé à réaliser ça, que si on commençait à s'en aller sur une pente, une spirale négative, la spirale négative serait aussi abrupte que Blockbuster. Et l'idée de la Presse Plus, ça a été, dans le fond, qu'est-ce que ce serait le Netflix du média imprimé? Qu'est-ce que ce serait si on inventait Netflix dans nos murs? Alors, littéralement, on a créé un laboratoire pour innover, et la mission qu'on s'est donnée, on va essayer d'être le Netflix qui va venir remplacer le média imprimé de demain. Alors, c'est un peu l'histoire, je dirais, de la Presse Plus. Maintenant, une fois que ce laboratoire-là a été créé, la première chose qu'on a fait, c'est essayer de répondre à une question bien simple. Pourquoi notre modèle d'affaires fonctionne pas? Pourquoi le web et le papier marchent pas? Parce qu'on ne va pas ramener ces problèmes-là dans le prochain produit qu'on va innover. Qu'est-ce qu'il faut changer dans le prochain produit? Ou qu'est-ce qu'il faudrait y amener pour que ça fonctionne? Et on s'est rendu compte que c'est pas une métrique de popularité qui est importante. On vient d'avoir avec le web, on a beau avoir 2,6 millions de personnes mensuelles, ça rapporte pas. Ce qui était primordial, qu'on devait trouver le moyen de numériser, d'amener dans le futur avec nous les meubles qu'on devait sauver, c'était l'engagement. Et quand on compare, par exemple, l'engagement papier versus le web, je me sers de cette diapositive-là un peu pour vous illustrer ce que ça représente chez nous. Alors, le temps moyen que le consommateur passe avec nos produits, c'est à ça qu'on a commencé à s'intéresser. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une grande différence fondamentale, puis on a essayé de comprendre pourquoi. Mais cet engagement-là, en tout cas, on se rendait compte que c'était un indicateur beaucoup plus important du succès ou de la santé d'un produit que la quantité de personnes qui y étaient. Et pour vous donner un exemple, j'ajoute les smartphones ou les mobiles. Si on mettait un chiffre en dollars en proportion de ces engagements-là, ce qui rapporte en revenus publicitaires à la presse, c'est en 2010, c'est pour 100 millions de dollars du côté papier en revenus publicitaires, il y a 10 millions du côté web. Et on voit que ces indicateurs-là, l'engagement, sont beaucoup plus proches de nos revenus que la métrique, la popularité. Alors, c'est là-dessus qu'on va focuser, c'est-à-dire un nouveau produit, puis on va essayer d'y amener dans ce nouveau produit-là, créer l'engagement. Un utilisateur, donc, à partir de ce moment-là, d'un produit, pour nous, ne devient plus de la même chose, n'est plus une métrique intéressante. C'est pas suffisant, en tout cas. Quand on va analyser nos utilisateurs, on va se rendre compte qu'un utilisateur papier qui nous consacrait 45 minutes par jour versus un utilisateur web qui nous considère 6 minutes par jour, c'est pas le même poids, c'est pas la même valeur. Et on se rend compte que fondamentalement, on a peut-être été les artisans de cette valeur-là, parce que quand on a créé le web, on l'a créé pour être une plateforme excessivement rapide, un peu comme une machine distributrice, un peu comme une page tournante. La plateforme a été conçue, vous arrivez sur une page d'accueil, vous cliquez sur un article, on vous livre un contenu et vous partez rapidement. Et c'est ce qu'on découvre. On se découvre avec nos métriques en analysant ce produit-là, que les gens viennent 6 minutes par jour avec peut-être 6-7 histoires qu'ils viennent lire. On pourrait presque dire qu'ils font du lèche-vitrine, qu'ils font juste effleurer un peu notre produit. Personne, bien entendu, ne peut lire les articles complets qui sont publiés sur la presse.ca chaque jour. Mais la tendance qui nous frappe, c'est celle-ci.
55% des auteurs passent moins de 15 secondes actives sur une page cliquée. C'est la même chose pour l'histoire, c'est la même chose pour nos annonceurs. Ils ont ces métriques-là aussi. Ils s'en rendent compte que quand on attire des clients sur leur site web, ils restent pas là longtemps. Cette éphémérité-là, ce manque d'engagement-là, c'est finalement vraiment notre plus grand défi, notre tendance qu'il faut complètement renverser. Alors, avec ces métriques-là, on se rend compte qu'on n'a plus d'espace pour raconter des histoires à nos lecteurs, on n'a plus d'espace pour les émerveiller, pour vraiment les intéresser. Et c'est vraiment le défi qu'on va se donner. C'est que si on créait un nouveau média numérique qui nous permettrait de recréer cet engagement-là, ça aura l'air de quoi? Alors, sortir du modèle d'affaires, du modèle numérique web qu'on a à l'époque, sortir du déni, comprendre que si on change pas, on disparaît. Ça a été vraiment les amorces de ce projet-là. Et si je fais un petit bilan du reality check qu'on avait fait, qui a lancé le projet, c'est le tirage des quotidiens qui est une baisse industrielle, perte de revenus importante du côté publicitaire. Encore là, l'industrie est une tendance lourde, contre laquelle on pourrait bien vouloir se battre, mais on faisait souvent une blague là-dessus. C'est quand même que ça irait super bien à la presse au niveau du tirage. Ford, qui met ses annonces à travers l'Amérique, ne dira pas on coupe dans le monde imprimé, sauf à la presse à Montréal, ça va vraiment bien. C'est une tendance avec laquelle on ne peut pas se battre. L'information qui va être gratuite, essayer de vendre un abonnement web aujourd'hui à quelqu'un de la génération du 30-35 ans, vous allez voir que c'est pas trop facile. Et les nouveaux réseaux qui se sont développés dans les nouvelles générations, on avait très bien compris que les produits qui étaient conçus pour les baby boomers étaient en train de disparaître avec eux. Sur ça, je cède la parole à Marie-Claude. Alors, on s'est posé la question, il fallait s'inventer un nouveau modèle d'affaires, mais d'abord, qui sommes-nous? C'est vraiment important de poser la question, ça pose toujours aussi pour toujours se redéfinir. Alors, c'est quoi nos véritables talents à la presse? Vraiment, on s'est rendu compte qu'on est un média, on veut rester un média. Donc, un de nos talents, c'est informer, trouver, identifier, rapporter la nouvelle, la valider. Donc, de toujours être pertinent dans la vie des gens, raconter des histoires, écrire, photographier, illustrer, mettre en image, mettre en vidéo aussi avec le web et bien sûr, divertir aussi notre public. Et chacun ne sont pas nos talents. À l'inverse, il fallait se poser la question aussi, il ne faut pas tomber dans le piège d'inventer quelque chose qu'on ne veut pas être. Donc, imprimer. Comme vous le savez peut-être, on a déjà imprimé dans le passé, mais imprimer, c'est un moyen de se rendre à nos fins et de partager en tant que média, mais maintenant, c'est même Transcontinental qui imprime la presse. Alors, on n'est pas un papier journal, c'est pas ça notre talent nécessairement. De livrer, de distribuer non plus. Et bien sûr, tout ce qui vient avec le télémarketing, l'abonnement, on peut le faire, mais c'est pas vraiment ce qui définit notre ADN. Alors, on a regardé ça, on s'est dit, c'est quoi un média? Et très simplement, on peut l'adopter à d'autres industries aussi. Je vais vous en faire la preuve ensuite. Un média, c'est d'abord une plateforme dans laquelle on peut exprimer nos talents. Nous autres, à la presse, ici, c'est une salle de rédaction qui exprime ses talents à partir du web ou encore du papier. On captive une audience, donc nos lecteurs, nos utilisateurs, et on a un conduit pour nos annonceurs. Et on peut prendre ce même schéma-là, l'adapter par exemple, parce que j'en marque souvent, le Centre Bell. Donc, le Centre Bell peut être une plateforme, un médium, dans lequel il y a des talents. Ça peut être des chanteurs, ça peut être des joueurs de hockey qui captivent une audience. Et bien sûr, il y a toujours des annonceurs qui se greffent à tout ça pour avoir un modèle d'affaires rentable. Et notre défi, nous autres, c'est une diapositive qu'on aime bien, qui résume bien un peu nos deux produits qu'on avait dès le départ. Donc, à gauche, vous avez la presse papier. À droite, vous avez le web. Donc, le produit 1, comme le disait Jean-Marc, sa fin est imminente. Oui, on a un journal papier avec des talents, des annonceurs, une audience qui est encore là, mais on a des boomers qui sont là. Les autres le sont de moins en moins. Donc, on est de toute façon voué à disparaître tout tard. Alors que du côté numéro 2, on a le web, 2,6 millions de visiteurs uniques. Numéro 1 au Québec, si on regarde les statistiques dans la nouvelle sur le web, on a nos talents qui devenaient une salle de rédaction, on a notre audience qui est gigantesque, nos annonceurs, mais le modèle d'affaires du web est brisé. Nos annonceurs, le modèle au clic, ça ne fonctionne pas, ça ne rapporte pas autant. Et en plus, quand on regarde nos talents, si on avait seulement le web, si demain on avait mis fin à la presse papier, bien sûr, avant d'avoir la presse plus,
Mais si on avait mis fin à notre journal papier, on ne pourrait pas payer nos talents, nos journalistes, donc on n'aurait plus de médias. Alors, produit 1, produit 2. Le produit 1, sa fin est imminente. Produit 2, il n'est pas rentable. Alors, de rester comme ça, au statu quo, on meurt comme l'ours polaire, comme je l'ai dit tantôt. Alors, c'est pas le clic, la popularité qu'on recherche, vraiment, c'est l'engagement, l'attention de nos consommateurs, comme on l'avait sur le papier, comment on pouvait l'exporter vers un nouveau média. Alors, et comment faire aussi pour transporter ces revenus du papier qu'on avait dans une nouvelle plateforme également. Alors, on invente un nouveau produit, tout simplement, la simplicité, comme on le disait tantôt, alors, qui est la Presse Plus, dans laquelle on a toujours notre salle de rédaction, qui a son talent, et qui a son talent unique de plus en plus parce qu'elle a appris à raconter des histoires différemment sur la tablette. On a notre audience qui est là plus que jamais, et on a nos annonceurs à qui on a fait une promesse, donc qui pourraient venir raconter des histoires sur une tablette, de les raconter de façon différente, mais qui aurait un plus grand engagement encore. Et avec la tablette, bien sûr, on n'a pas tous les coûts liés à l'impression du journal, à sa distribution. Donc, on croit vraiment fermement, puis on en a de plus en plus la preuve, que les revenus sont beaucoup plus importants que les coûts. Donc, nous aurons un modèle qui sera viable pour le futur et on pourra dire dans plusieurs années qu'on travaille encore à la presse. Notre ancienne proposition d'affaires, c'était des vues, c'était des clics, c'était de la popularité, mais dans le fond, ça rime à quoi tout ça? Sur un site web, les gens peuvent cliquer, recliquer, revenir, mais s'ils passent 3, 4, 5 minutes, qui s'en retournent, c'est pas du véritable engagement, ils sont pas dans un parcours d'exploration. La presse plus, on parle vraiment de gens qui sont fidèles, qui viennent nous voir. En ce moment, après 1 an, on peut vous dire qu'on a déjà plus de 500 000 téléchargements et ça ne cesse d'augmenter, même si nous sommes dans la période estivale actuellement. On a 150 000 appareils uniques par jour, ce qui est énorme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la diapositive de Jean-Marc au départ qui parlait de la lecture, de l'imprimé chaque jour. Et ce qui est bien avec la 150 000, c'est que c'est calculé. On a des métriques vraiment sur le numérique. On est capable de savoir qu'il y a véritablement 150 000 appareils uniques par jour. Qu'on n'est pas capable de savoir avec le journal. Le journal peut se retrouver dans le recyclage, on ne sait pas. Tandis qu'ici, on peut dire à nos annonceurs, oui, la personne, elle a pris son appareil, elle est venue voir la presse plus. Ça a énormément d'impact pour nous. Donc, c'est un chiffre qui déjà dépasse nos attentes et déjà dépasse l'ancien modèle d'affaires que nous avions. Et notre nouvelle proposition d'affaires, c'est aussi des gens qui viennent et qui le font pas seulement des petites visites rapides, du lèche vitrine, ils viennent, ils s'installent confortablement, puis ils lisent la presse plus en semaine, donc 44 minutes en moyenne. Le samedi, 73 minutes, on a eu même des 85-90 minutes. Le dimanche, qui est une nouvelle plage horaire, vous saviez, depuis quelques années, on n'avait plus d'imprimés le dimanche. Donc, on a quand même une presse plus le dimanche, 50 minutes. Les gens même retournent dans les anciennes éditions, l'édition du samedi qui est grosse, les gens la lisent aussi le dimanche. La lise de soir, on a un nouveau rituel qui s'est installé, on regarde dans nos statistiques, les gens viennent pas seulement le matin, comme pour la presse papier, ils viennent aussi le soir, on a des contenus intemporels comme la section pause, par exemple, qui est exclusive à la presse plus, qui vraiment peut se lire en tout temps dans la journée. Donc, on a de l'engagement, de l'attention, au profit de clients de grande qualité, donc nous sommes très fiers. Spécifier que c'est vraiment des temps moyens par appareil. C'est ça qui est phénoménal. On est capable de mesurer par appareil. Alors, c'est sûr qu'il y a des appareils qui viennent juste 10 minutes, mais des appareils qui viennent 90 minutes en semaine. Alors, c'est un temps moyen par semaine. C'est ce qui nous renverse présentement. Tout à fait. Et qu'on a pu très bien mesurer. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec le journal. Avec le journal, on pouvait faire avec des sondages, mais jamais on a eu l'heure aussi juste que maintenant. Donc, notre nouvelle proposition d'affaires, sur laquelle on voulait se rapprocher du journal, en fait, qui fonctionnait très bien côté engagement, mais on a la presse plus qui arrive nez à nez, je vous dirais même, qui va bientôt faire un pied de nez au papier, parce qu'on le voit, notre modèle est gagnant. Et je ne sais pas si vous avez vu récemment les publicités un peu partout de la presse plus pour l'été. Je vous demande d'admirer celle-là, en fait, puis c'est pas autant que pour la publicité que pour la façon que la personne est installée, le nouveau rituel avec la tablette. C'est pas comme un ordinateur. On verra pas quelqu'un regarder la presse.ca avec son ordinateur comme ça, installé sur sa chaise longue. Donc, la presse plus, c'est vraiment le fait de pouvoir relaxer, d'être en mode observation, navigation, exploration. C'est vraiment ce que les gens font. On le voit, la façon dont ils sont installés.
Ils sont partout aussi. Donc, la presse papier, souvent, les gens appelaient à la presse pour annuler leur abonnement ou se désabonner pendant l'été, pendant les vacances. Mais c'est tout le contraire. Les gens peuvent avoir la presse plus à l'année. Il n'y a plus de désabonnement du tout. C'est livré à la promesse 5h30 dans leur iPad ou dans leur appareil Android tous les jours. Donc, voilà, c'était la bonne nouvelle, la presse plus. C'est un peu ce qui met fin à notre présentation. Alors, j'espère que ça a bien campé le pourquoi du modèle d'affaires, puis ça a suscité votre curiosité pour venir voir après le comment on a créé ce produit-là, comment ça s'est fait à l'interne, pour peut-être vous inspirer les mêmes défis, la même recette finalement. Ben, j'ai reçu quelques questions en privé dans le chat. On me demande est-ce qu'il y a eu de la résistance à l'interne par rapport à ce changement-là? Est-ce que il y a des personnes qui avaient peur pour leur emploi? Est-ce que bref, parlez-moi un peu de la résistance. Je vais peut-être la réponse est oui. Absolument. En fait, tout le monde a eu peur. Quand tu commences avec un nouveau produit, quand je parle qu'une étape importante, c'est d'aller chercher l'adhésion. Toutes les fois, c'était oui, mais moi, qu'est-ce qui va arriver avec mon travail? Oui, mais moi, comment je vais faire? Puis c'est la peur de tout le monde. Je suis compétent aujourd'hui, je serai pas compétent là-dessus demain. Que ce soit un journaliste, que ce soit penser, il y a des métiers à la limite que je suis distributeur, je suis responsable je vais pas me compter les copies papier. Et qu'est-ce qui va se passer avec moi? Le service à la clientèle, qui est habitué avec tel truc. Alors, une personne qui est encore mieux placée que moi pour répondre, c'est Marie-Claude, parce que c'était un de ses grands défis, Marie-Claude, de gérer le changement dans plein d'équipes. En fait, juste pour l'exemple, service à la clientèle est très bon. L'équipe de support, la nouvelle équipe de support qu'on a embauchée il y a 2 ans maintenant, 3 ans, a formé le service à la clientèle. Vous savez, on était habitué de recevoir des appels. Par exemple, mon journal est mouillé ce matin. Le chien a mangé le journal, ben le chien ne mange pas l'iPad. Là, il y a peut-être un problème de téléchargement ce matin. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens du service à la clientèle, pour la plupart, il y a 3 ans, il y en a qui avaient jamais vu de tablette numérique de leur vie. Donc, on les a formés sur le produit. Puis je vous dirais que maintenant, ils sont contents, ils participent à la grande aventure, puis on offre un super service. Donc, c'est tous des exemples, mais partout, pour chacun des emplois, comme le disait Jean-Marc, les choses ont changé. Les choses vont encore évoluer, puis ça n'a pas fini de changer non plus. Là. Donc oui, il y a eu de la... En 20 ans, Alexandre, j'ai jamais vu non plus autant de résistance à un changement. C'était probablement le changement auquel j'étais témoin où il y a eu le plus de peur, parce que ça a touché tout le monde. Maintenant, on a eu des apprentissages extraordinaires là-dessus. Puis la première clé, ça a été d'en parler. Ça a été aussi de faire jouer les gens, de faire participer les gens au changement. Puis les prototypes nous ont beaucoup aidé à leur montrer qu'est-ce que ça aurait l'air, puis à apprivoiser ce changement-là. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Puis comment vous avez réagi à ces erreurs-là en cours de route? Il y a eu, en fait, c'est une drôle de question, ça. J'aurais tendance à te dire, est-ce qu'il y a eu des erreurs? On a provoqué des erreurs, OK? Dans le sens que le premier principe qu'on a abordé, quand je dis que c'est un paquet de règles simples, là, c'était faire face par l'automne. L'idée, c'était de dire, il faut créer les erreurs le plus vite possible, alors avec du matériel le moins coûteux possible. Alors, toute la partie de prototypage, toute la partie on a commencé dans ton exposé, c'était super intéressant. Dans ton exposé, tu montrais tantôt que le modèle d'affaires, tu peux le penser avec des choses qui étaient simples et peu coûteuses, des napkins, et ainsi de suite. Bon. Les premiers prototypes qu'on a faits étaient terriblement simples. L'idée, c'est de dire, on va se tromper, mais au lieu de commencer à programmer, coder, créer le produit tout de suite, on va faire des essais. Puis les mock-ups, les prototypes qu'on peut faire avec, franchement, là, des cordes à linge, véritables cordes à linge avec un écran, avec du papier, avec des PDF, avant même de commencer à programmer, juste présenter à quelqu'un un prototype de quelque chose, de dire, d'après toi, c'est quoi un écran de quelque chose? Ça nous a fait des apprentissages extraordinaires. Fait que, oui, on a fait plein d'erreurs au bon moment. Ça veut dire, quand c'est peu coûteux les faire des essais. C'est comme ça on l'a géré. Puis à un moment donné, à force d'essayer, recommencer, écouter le feedback, demander aux gens qu'est-ce qui est bon dans ce qu'on a fait, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, et après ça, repartir puis challenger avec le modèle d'affaires, ça nous a permis de rapidement aller trouver des filons de « Ah, ça c'est bon, ça c'est pas bon », puis d'éliminer des trucs. Donc, quand on a fait le lancement, ça a été un lancement en or. C'était extraordinaire, tout a fonctionné, parce que le produit avait été testé, validé plusieurs fois. Et on n'a pas fait ce produit-là par focus group. On n'est pas parti en disant, dites-nous ce que vous voulez, puis on va vous le faire.
On est parti avec une vision, un modèle d'affaires. Voici ce qu'on veut, c'est de l'engagement. Puis même si les gens nous demandaient, par exemple, mettez-nous un bouton back dans l'application pour qu'on puisse revenir à la page d'accueil, nous, on voulait pas parce qu'on voulait pas reproduire le site web. Fait que même si 95% des gens nous demandaient un sommaire, un bouton back, deux autres trucs, non. Ce qu'on voulait, nous autres, c'était créer un rituel, puis on disait, on cherchait le truc pour être capable de créer ce rituel-là, avoir un contrat avec le lecteur, puis que l'application devienne addictive. Et l'erreur aurait été probablement d'écouter les consommateurs là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que à faire des prototypes plusieurs fois, à faire des essais, à observer les gens utiliser le produit plus que même à les écouter, on est arrivé à dire, OK, c'est exactement ça qu'on veut faire. Bingo. Donc, plusieurs erreurs tout le temps, mais c'est ça qui nous amenait à dire, voici comment il faut le faire. Puis quand on était convaincus, mais là, on a fait le véritable produit, puis on a monté l'équipe pour le réaliser. Une question ici de Bertrand qui pose est-ce que tu te considères, Jean-Marc, comme avoir été le patron ou est-ce qu'il y a un autre patron ou un autre personne? Est-ce que tu étais le leader de projet et non pas le patron, si on veut? Et c'est quoi le rôle du patron directeur dans le lancement de l'innovation par un nouveau modèle d'affaires? Je me sentais un peu comme Christophe Colomb à qui on avait confié un bateau et un équipage pour aller à la découverte du Nouveau Monde, effectivement. Puis j'ai commencé avec 5 personnes qui étaient des designers au début. Donc, je dirais pas le patron, mais le responsable du projet. Puis je dirais que mon rôle, ça a été rapidement d'infuser la vision, assembler l'équipe, prioriser comme il faut, dans le fond, la cible, puis infuser dans l'équipe la vision, c'était quoi? Et après ça, les laisser travailler, leur créer un environnement extraordinaire pour les laisser travailler. Donc, embaucher les talents, comme par exemple, aller chercher quelqu'un comme Marie-Claude, nos équipes de développeurs, nos analystes, nos designers. Alors vraiment, mon défi, c'était de leur faire comprendre la vision, ce qu'était, ce qui n'était pas la vision, puis de laisser travailler, d'être derrière eux. Puis si je ne représentais à moi seul la vision, on était mort parce qu'on s'est rendu à la fin, on était 140 personnes à travailler sur ce projet-là, de 5 à 140. Tu peux pas être le seul qui porte la vision. Donc, vraiment, mon défi à moi, c'était d'apprendre à ne plus être la vision, mais que la vision soit dans l'équipe, que les gens la comprennent, puis qu'à la limite, ça devienne de loin supérieur à ce que moi-même j'avais imaginé. Alors, c'est ça que je suis le plus fier, je pense, de ce projet-là. C'est que j'avais une idée de ce que je voulais, et l'équipe est arrivée, on est allé chercher des talents, on a appris énormément, mais une fois qu'on leur a infusé la vision, qu'on les a laissés travailler, ils ont amené cette vision-là, ce produit-là encore beaucoup plus loin, puis beaucoup plus fort que ce qu'on n'aurait jamais. En fait, la Presse Plus, pour moi, dépasse mes rêves et mes attentes qu'on avait en 2010-2011. Une question de Benoît, là, c'est une question qui vient de l'industrie manufacturière, là. Est-ce que vous avez un processus de développement de produits ou un processus d'innovation pour d'autres types de projets ou produits? Et est-ce que c'est ce processus-là qui a été utilisé pour la Presse Plus ou c'est quelque chose de tellement nouveau que l'ancien processus d'innovation ne sert plus? Je vais aller savoir bien du monde, mais la presse, avec ses 130 ans, là, processus d'innovation, surtout dans son monde imprimé, elle n'en avait pas. Ça ressemblait... Tantôt, Claude disait qu'on était dans le sol, mais quand on a commencé notre laboratoire, ça valait un garde-robe. Non, on était tellement une machine huilée avec une recette gagnante depuis des années, même le web à la limite, que l'innovation, il a fallu recommencer. Et la première chose qu'on a faite, c'est que on s'est développé des processus, on en a un aujourd'hui, on pourrait dire, puis des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles méthodologies, mais ça n'existait pas là en 2010. Là. Okay. On va beaucoup en parler aussi cet automne des nouvelles méthodologies, mais qui peuvent s'adapter quand Benoît, je pense, posait la question, ça peut s'adapter aussi à d'autres produits. On s'en est servi aussi pour la presse mobile, par exemple, ou le web. C'est une méthodologie qu'on a faite pour la Presse Plus, mais adaptable, même certaines pour d'autres entreprises, même manufacturières. Là. En fait, c'est vraiment la diapositive devant l'écran présentement, le faire du faux avant de faire du vrai, puis la philosophie des petits pas, prioriser correctement. C'est ça qu'on va vous parler au séminaire au mois d'octobre. Comment on fait ça? Question de Patrick. Il veut en savoir sur la notion de créativité ou encore une fois, ce mot-là, le processus créatif, là, le comment. Quelle a été la place de la créativité dans l'innovation par les modèles d'affaires chez la Presse Plus? Au cœur. Dès le début, ça a commencé comme ça. C'est uniquement ça. C'est page blanche. C'est explique, voici le défi, qu'est-ce que ça pourrait être, 100 000 idées, on les met sur la table,
on regarde, on les essaye, on challenge, c'était le centre, le cœur de ça. D'ailleurs, les 5 premières personnes qui ont été cherchées sur ce projet-là étaient des designers. Deux designers du monde de la rédaction, 2 designers du monde de la publicité, une designer UX du monde du web. Il y avait pas autre chose que des designers les 2 premiers mois. C'était vraiment recenser ce qui existait, inventer des trucs, sketcher, essayer. On a vraiment lancé un paquet de trucs sur les murs pour on a regardé ce qui collait. Pourquoi les designers, je sais qu'on va en parler ici dans l'équipe dédiée, là, mais Marie-Claude, pourquoi les designers, c'est important? Pourquoi les designs c'est important? Mais justement, on voulait commencer par le produit rendu à l'utilisateur et non pas par le produit que les journalistes, les publicitaires ont utilisé pour faire la presse plus. Donc, ça, c'est venu après, c'est venu dans la dernière année. On a peaufiné les engins qui servent à créer la presse plus chaque jour. Dans le fond, c'est important qu'on avait mis toute notre énergie là-dessus. On avait lancé la presse plus, puis le produit n'avait pas été parfait. On n'aurait pas eu les paires de yeux qu'on a seulement. On n'aurait pas eu les annonceurs. On serait mort, mais on aurait eu un super outil pour faire des éditions. Donc, dans le fond, on a retourné un peu les choses à l'envers. On va vraiment commencer par le produit à l'utilisateur, le laisser le plus possible, le mettre à notre image aussi, parce qu'à la presse, on a quand même une image à respecter. On ne veut que de la perfection, donc on a peaufiné cet aspect-là. Et on voulait pas avoir, par exemple, des développeurs ou des analystes commencer à analyser trop la situation, commencer à coder, à faire des lignes de code. C'est pas ça qu'on voulait, là. C'est tentant, quand ton métier, c'est de programmer, ben, tu veux écrire des lignes de code, tu veux faire quelque chose de fonctionnel. Mais on voulait pas arriver trop vite à ce moment-là. On est arrivé plus loin, plus tard, quand on était sûr de ce qu'on avait. Donc là, ensuite de ça, comme dit Jean-Marc, les gens se sont greffés à l'équipe. On a eu des architectes, on a eu des développeurs, on a eu des analystes, on a eu des gens du sport. On est toute une grosse équipe, mais chaque chose en son temps. En fait, Alexandre, je reviens à ta diapositive que tu disais tantôt quand tu parlais modèle d'affaires plus, technologie plus, versus plus important que modèle d'affaires plus, technologie plus. Le danger dans le monde de l'innovation technologique, dans notre domaine à nous, c'est souvent on part avec une technologie, là on cherche un produit. Nous autres, on est parti à l'envers. On est vraiment parti du produit, puis après ça, on dit là, on trouverait la technologie. Puis tout le monde dit que c'est impossible. Si je faisais des thermostats, puis je faisais un parallèle avec un thermostat, ben on a commencé par dire le consommateur se promène un allée, il y a 12 thermostats, pourquoi est-ce que tu choisirais, lequel tu choisirais, pourquoi tu choisirais celui-là? Puis là, tu regardes le thermostat, puis à l'heure de ça, d'après toi, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait le thermostat? Puis hop, il y a cette fonction-là ici qui te permettrait de, je sais pas, moi, de mettre de la musique quand ça te réveille, est-ce que ça t'intéresse, ainsi de suite. Le thermostat, son design, son look, à la limite même son packaging, quand les gens le choisissaient, le prenaient, puis on leur faisait parler, qu'est-ce que ça fait pour toi. Après, on a cherché la technologie pour réaliser ça. C'est un peu comme ça qu'on l'a construit. On n'est pas parti avec la technologie parce qu'on n'aurait jamais fait la Presse Plus. Toute la technologie de la Presse Plus n'existe pas. Alors, on a fait l'inventer. À toutes les fois qu'on présentait ce produit-là à quelqu'un, il nous disait impossible, ça n'existe pas. Pourtant, on l'a fait. Est-ce que, donc on a parlé de l'utilisateur, est-ce que les annonceurs, ils trouvent leur compte? Question de France. En fait, moi, je peux peut-être... Vas-y, Marie-Claude. Ce que je trouve intéressant pour les annonceurs, on a vraiment travaillé, ça paraît pas, les gens n'ont pas su, mais pendant plus d'1 an, on a eu vraiment un ad lab pour les annonceurs. Et dans le fond, c'est un petit groupe d'individus ici à la presse qui pratiquaient à faire des publicités. Donc, des interactions, comment on allait vraiment proposer des histoires des annonceurs sur une tablette. C'est complètement différent du web avec les gros big box qu'on connaît qui flashent, qui apparaissent n'importe quand, n'importe où, ça qu'on connaît, et le papier qui est très statique. Donc, dans le fond, pendant 1 an et demi, on s'est pratiqué, on a fait des tonnes de publicités, des exemples, on a travaillé avec des agences aussi pour voir avec eux qu'est-ce qu'ils en pensaient, on a pris le feedback des clients. Et vraiment, c'est toujours dans le mode de raconter des histoires. La salle de rédaction raconte des histoires aussi, mais l'annonceur, on veut qu'il vienne à l'intérieur de notre produit et qu'il raconte son histoire. Et c'est tellement pas intrusif qu'on a fait un sondage récemment et on avait presque 70% des gens qui aimaient la publicité. Je dis pas qu'elle dérange pas, ils aimaient la publicité. Alors, c'est vraiment tous ces petits pas-là qu'on a fait avec l'équipe du AdLab. Et ensuite, on a fait des formations aux agences, aux annonceurs, pour les essayer avec nous. Puis maintenant, on a plein de métriques qu'on peut leur donner. Donc, on dirait que ça passe très bien avec les annonceurs. C'est sûr que c'est un gros pas pour eux. Ils sont habitués de faire du web, du papier. Mais graduellement, on travaille avec eux autres. Puis aux dernières nouvelles, Jean-Marc, c'est public le chiffre là, que 30% des revenus de la presse. Ouais.
On n'a pas entendu. C'est quoi les chiffres? Je pense qu'aujourd'hui, Marie-Claude, c'est rendu à plus de 35% de nos revenus. Tantôt, vous avez vu le graphique, le web imprimé, on n'a jamais vraiment dépassé 10-12% depuis 99 des revenus publicitaires qui venaient du web versus le papier. Aujourd'hui, la presse plus, après un an, après un peu plus d'un an, ça a déjà dépassé 35% de nos revenus publicitaires à la presse. Donc, pour nous autres, c'est inespéré. Puis en fait, on s'attendait à ces objectifs-là seulement après 2 ans. Donc, on est en avance à peu près d'1 an sur notre objectif. C'était un objectif avant de maîtriser le talent et d'aller chercher l'auditoire. Et côté revenu, c'est vraiment extraordinaire. Mais comme Marie-Claude l'a dit, pour nos annonceurs, c'est un nouvel apprentissage. Il ne faut pas faire la publicité de la même façon. Et c'est cet accompagnement-là qu'on continue à faire avec eux en 2014. J'ai une question ici, dernière question. Il y a quand même, on a dépassé notre temps, mais c'est tellement intéressant. Les gens sont encore avec nous. J'ai une question humoristique. Est-ce qu'il va y avoir un La Presse plus plus ou un La Presse plus meilleur? C'est quoi la prochaine étape? Ben, je pense que comme le disait Jean-Marc, on n'a jamais fini de se réinventer. C'est pas parce qu'on a fait la presse plus qu'il faut s'asseoir sur ses lauriers, loin de là. Aujourd'hui, on a une tablette entre les mains, mais vous savez, maintenant, il y a les montres, les télévisions, mais en même temps, il faut faire attention, tu sais, il y a les télévisions et les nouveaux ordinateurs, mais nous, on a choisi la tablette pour la presse plus, vraiment à cause de l'engagement que ce produit-là peut nous procurer pour la presse plus. En même temps, quelle sera, moi, je dis qu'il pourrait bien avoir une presse plus plus, mais je sais pas ce que ce sera dans ta tête. Ben, disons, Alexandre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, tu sais, l'innovation de ce produit n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup de fonctionnalités qui s'en viennent. Il y a beaucoup de trucs. Le produit ne sera pas statique. Le produit ne sera pas le même dans 1 an, dans 2 ans. Marie-Claude et moi, on travaille déjà avec nos équipes à amener des nouvelles fonctionnalités. On vous tient des petites surprises. On a travaillé très fort pour la version Android, mais il y a d'autres trucs qui s'en viennent, même de ça automne. C'est un paquet de petites choses, mais qui vont donner la vision complète qu'on a de ce produit-là. Pour nous, la version présente qu'on vient de relancer, c'est la version 1.4. Je peux vous dire qu'on a déjà dans la voûte technologique la version 2.0 et la version 3. Alors, Okay. ça va être ça pour plus. Bon. Mais il faut savoir aussi que la presse plus, la finalité, on la sait, c'est notre produit phare, ça va devenir notre gros produit. La presse papier disparaîtra un jour, mais là, on est en train de travailler justement à avoir le produit parfait pour nos utilisateurs, pour assurer une migration complète et c'est parfait sur toute la ligne. Bon, ben, on a hâte de voir la presse plus 2.0 quand ça sortira en temps et lieu. Continuez le bon boulot parce que je pense que les lecteurs et les annonceurs sont au rendez-vous. Donc, vous faites certainement quelque chose de très bien. Puis, merci de partager votre histoire avec les innovateurs présents au Québec qui, je suis certain, ont la chance d'être inspirés du moins par votre courage et vos façons de faire. Et puis je pense que c'est l'objectif de notre atelier à l'automne, c'est d'aller plus en profondeur puis d'aider les entreprises un petit peu à travers votre expérience de faire l'innovation par les modèles d'affaires. Donc merci beaucoup Jean-Marc, merci beaucoup Marie-Claude et puis on se revoit à l'automne. Merci à tout le monde pour votre présence. Merci Alexandre pour l'opportunité. Vraiment le fun. Super. Marie-Claude, le mot de la fin? Oui, ben en fait, merci. C'est au plaisir de vous voir pour vrai de vrai cet automne. Super. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Salut.